Maison Adam. Parlons audio et vidéo, un balado sans publicité diffusé 2 fois par mois où nous discutons nouveautés, technologies et événements avec José Adam. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau balado Parlons audio-vidéo. Alors, je suis en compagnie ce matin de Guillaume Croisetière ainsi que Nicolas Labbé, qui sont tous les deux des experts de chez Maison Adam. Bonjour Guillaume, bonjour Nicolas. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui va être fort intéressant parce qu'on le voit depuis au moins quelques années, mais encore plus dans la dernière année. C'est vraiment un produit qui est populaire. On appelle ça des lecteurs réseau audio. Ouais. Alors, Guillaume, je te demanderais pour commencer, peut-être tu nous parles, tu nous décrives comme il faut, c'est quoi un lecteur réseau? Qu'est-ce que ça apporte dans une chaîne de son? T'sais, ça vient-tu remplacer des appareils? Absolument. Je te laisse parler là-dessus. Donc, José, lecteur réseau, si on va à la base, là, c'est aujourd'hui la source première là, pour écouter de la musique sur un système de son stéréo. Si on fait un petit historique rapide, à l'époque, on a eu les vinyles. Les vinyles ont été remplacés au courant des fins des années 80-90 par le lecteur CD. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, pour écouter de la musique, là, la première source, c'est les services de musique en ligne, comme Spotify, Tidal, Deezer, etc. Okay. Pour écouter cette musique-là dans les meilleures conditions possibles, là, ce qui est important d'avoir sur une chaîne stéréo, c'est un bon lecteur réseau. Puis où il se distingue le lecteur réseau, parce qu'on pourrait écouter aussi sa musique par la connexion Bluetooth, ou avec vraiment de base, avec simplement un fil auxiliaire ou qui relierait, par exemple, notre téléphone à notre système de son, mais c'est la qualité du son. Parce que quand on a une bonne chaîne de musique, un bon ampli, des bonnes enceintes, si on écoute sa musique à travers la connectivité Bluetooth sur ce type d'appareil-là, forcément, on a une perte. On ne profite pas de son système comme notre système ne jouera pas comme il devrait jouer. Mais pourquoi il y a une perte avec le Bluetooth? Le Bluetooth, essentiellement, il y a une compression. C'est pas une technologie qui est faite pour passer... Il a évolué le Bluetooth dans les dernières années, mais il n'est pas fait pour passer une bande passante aussi large que la connectivité Wi-Fi, que le lecteur réseau va utiliser. Même si on est à cette heure avec du Bluetooth aptX? Oui, exact. Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré parce que le Bluetooth, ça reste très pratique là, pour les haut-parleurs portatifs sans fil, dans l'automobile, pour nos écouteurs, ça reste essentiel parce que le Bluetooth fonctionne sans connectivité réseau. Mais quand on a un système de son à la maison, on a nécessairement le réseau Internet, on a nécessairement le Wi-Fi. Puis le lecteur réseau, là, il se distingue, c'est qu'il va aller puiser, il va fonctionner avec la connectivité Internet de la maison, puis il va aller chercher la musique, au lieu de prendre la musique, au lieu que la musique passe par notre téléphone qui s'achemine à notre système stéréo, mais là, il va chercher la musique directement dans les serveurs des compagnies. Puis ça permet d'avoir une qualité audio de très haute qualité. Puis même aujourd'hui, là, les services de musique les plus performants vont offrir une qualité sonore ou un débit plus élevé que ce qu'on a avec un CD. OK. Mais il faut peut-être juste expliquer aux gens qu'avec un réseau Wi-Fi, que ce soit sans fil ou filaire, on est d'accord à dire que c'est parce qu'il n'y a pas de compression. Exact. Alors que le Bluetooth, il y a une compression qui nous fait perdre des données, qui nous fait perdre de la qualité sonore. Oui. Alors, c'est la grosse différence avec le lecteur. Oui. L'idée, quand on écoute de la musique, parce que depuis qu'on a quitté le vinyle, on est en musique numérique. L'idéal, quand on veut une belle qualité de son, c'est d'avoir une courbe de fréquence qui est la plus lisse possible pour être le plus proche possible d'un signal analogique. Exact. Le réseau, ça permet d'avoir un lecteur réseau qui soit branché sur le Wi-Fi ou idéalement même Internet. Mais ça permet d'avoir une bande de fréquence qui est beaucoup plus large, un échantillonnage qui est plus large, puis ça permet d'avoir une courbe de fréquence qui est plus lisse que le Bluetooth. OK. Donc, ça permet d'avoir un son qui est plus agréable, qui est plus doux, qui est plus précis. Puis, tu sais, on peut-tu dire qu'en quelque part, que ça remplace un CD? Tu sais, les gens, mettons, là, que leur CD vient de lâcher, sont-tu mieux, justement, de s'en aller vers un lecteur réseau audio au lieu de dire, je vais m'acheter on va essayer de me trouver un lecteur CD? Je veux dire, c'est... ça remplace le CD, c'est une bonne question. Je pense que ça remplacera jamais complètement le CD. Tu sais, comme aujourd'hui, le vinyle est très populaire, là, parce que les gens aiment le son du vinyle, mais ils aiment aussi le fait de posséder. Là, tu sais, c'est des beaux objets. Le CD, il y a quand même un peu ça. Là, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment acheter les albums de leurs artistes préférés, de les posséder. Ce qui arrive avec un lecteur réseau, c'est que ça a une qualité audio. Tu sais, c'est sensiblement la même technologie que le CD. Là. Lire un CD de musique, la technologie qui est dans un lecteur CD, la technologie qui est dans un lecteur réseau, pour ce qui est du décodage du son, c'est similaire. Donc, est-ce que ça va remplacer le CD? Ce qui est sûr, c'est que la lecture
de services de musique en ligne via des services de musique. Ça a une qualité audio comparable au CD, puis même, je le disais tout à l'heure, là, même supérieure. Par contre, jamais la musique haute fidélité a été aussi accessible que maintenant grâce aux services de musique en ligne haute fidélité. Ah, OK. Ça, c'est extraordinaire. Là. Maintenant, si on veut passer... À l'époque, on avait des CD, tu peux pas avoir la collection. C'est pas tout le monde qui avait la collection complète des albums de Metallica. Tu avais les 2-3 albums. Là. Mais aujourd'hui, système Metallica, tu as accès à la collection complète, à leur discographie au complet, puis en haute fidélité. Fait que les lecteurs réseau, c'est sûr que là, c'est très, très fort, puis ça va... Évidemment, oui, il y a beaucoup de gens qui ont je te dirais, quand on rencontre les clients en magasin, il y a beaucoup de personnes, mais avec leur lecteur CD défectueux, mais là, ils passent à une étape, ils vont dire « Ah, bon, ben là, finalement, je vais peut-être passer au lecteur réseau. » Mais ça, on va le voir plus tard, tantôt, José, il y a des compagnies qui offrent une solution quand même intéressante. Oui, des combinés. Là. Exact. Ouais. Ah, OK. Donc, on peut dire qu'un lecteur réseau, c'est naturellement un produit, un appareil haute fidélité qui permet justement de capter la musique sur les réseaux Wi-Fi, aussi en filaire avec Internet. Et aussi, on peut expliquer aux gens que naturellement, le lecteur réseau va prendre l'information, c'est-à-dire les données qui sont toujours en numérique, là, qui rentrent de ces services-là. Il va se trouver à les dématérialiser pour finalement les convertir avec un DAC. Puis un DAC qui est toujours de meilleure qualité que le DAC d'un téléphone cellulaire. On s'entend aussi là-dessus. Et ça va nous emmener de la musique haute fidélité parce que là, le lecteur réseau, on le branche en filaire dans notre amplificateur. Exact. Puis là, on a une transformation musicale qui est vraiment exceptionnelle. C'est merveilleusement résumé. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Écoute, moi, j'aimerais ça, Nicolas, que tu nous parles, toi, de ton côté. Quels sont les genres, les différents services qui sont disponibles? Tu sais, qu'est-ce qui est offert aux gens? Quelles sortes de qualités? Parce qu'il y a différentes qualités là, qui sont offertes puis les plus populaires. Parle-nous un peu de ça. Oui, ben, tu sais, dans les services de musique en streaming, il y a de plus en plus d'applications différentes. C'est quand même un marché qui est en essor. La musique en streaming, le numérique, le lecteur réseau. Il y a les applications qu'on connaît le plus, concrètement, qui sont les plus populaires. Donc, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, qui sont les plus intéressantes. Fait intéressant, Spotify est maintenant rendu avec une version lossless qui va gérer les fichiers de type FLAC. Donc, avoir encore moins de compression puis des fichiers de meilleure qualité. Oui, c'est vrai. Enfin. Oui, ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, mais maintenant, ils l'ont finalement fait. Donc, c'est le bienvenu. Juste pour le fun, parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils adaptent dans leur configuration. Parce qu'il y a toujours un ajustement qu'il faut faire si on veut profiter de cette nouvelle qualité-là. Tu peux-tu l'expliquer? Tu as raison. Des fois, c'est un peu moins connu. On peut arriver puis comparer, exemple, YouTube et Spotify en version standard puis trouver que YouTube est meilleur, même si on a techniquement accès au lossless dans Spotify. C'est que quand on a accès au lossless, il faut l'activer dans les réglages de Spotify. Okay. Donc, il ne se fait pas automatiquement. Du moment que je l'active, là, la qualité est beaucoup relevée. Donc, des fois, c'est une petite particularité qu'il faut savoir. Ils font ça parce que, évidemment, le lossless, ça consomme plus de données. Quand on est en mode nomade avec Spotify, par défaut, souvent, Spotify, il met la qualité du son à standard. Là, pour que quand on est en voiture ou on est à l'extérieur, là, qu'on ne gruge pas nos données cellulaires juste pour la musique. Quand on écoute la musique, quand on est dans la maison, en Wi-Fi, là, il faut s'assurer effectivement d'un paramètre. Là, tu vas dans les réglages généraux, qualité sonore, puis là, tu as des niveaux. Tu as low, tu as médium, puis là, tu as le lossless. Il faut s'assurer qu'il soit activé, surtout si on paye pour. Là, oui, c'est ça. Exact. OK. Ouais. Donc, ça fait le tour de ceux-là un peu plus connus. C'est sûr que les plus avantageuses en termes de format audio, ça va être Tidal, concrètement, et Qobuz, qui sont les plus avancés en termes de fichiers qu'on peut gérer. Donc, ils vont les deux gérer des fichiers FLAC, mais des fichiers iRes, concrètement. Qui vont gérer du 24 bits en 192 kHz, qui sont comme des fichiers master. Ça, c'est le suréchantillonnage. Quand on parle de kilohertz, les gens qui le comprennent, le suréchantillonnage, c'est ce qui fait que, comme tu disais tantôt, Guillaume, l'onde est comme plus lisse. Là, la qualité sonore est supérieure. C'est là qu'on va trouver que la musique, il y a comme plus de nuances. On sent que c'est beaucoup plus détaillé aussi. Ça devient plus grand que nature parce qu'il y a plus d'informations qui est gérée. C'est sûr que quelqu'un qui a un excellent kit à la maison, c'est intéressant des fois de passer de Spotify à Tidal ou Qobuz pour avoir un gain encore plus en qualité. Il faut quand même faire attention. Spotify avec le lossless, eux autres, ils offrent si je ne me trompe pas de mémoire, le maximum, c'est 24 bits, 44 kHz.
La majorité de la musique enregistrée est souvent comme ça. C'est le standard, là, je dirais, haute définition pour la musique. OK. Sur Tidal Qobuz, on a des artistes, on va pouvoir aller chercher jusqu'à 24 bits, 192 kHz, mais c'est pas tous les artistes qui vont offrir leur musique dans ce format-là. Ah, OK. OK? Fait que là, tu sais, souvent, les artistes qu'on va en 192 kHz, c'est les classiques, là, les grands musiciens jazz, Diana Krall, les Pink Floyd de ce monde. Oui. Tu sais, ces bands-là que beaucoup d'audiophiles aiment écouter pour la qualité de leur enregistrement, eux, ils vont être à 192 kHz. Ouais, Mais reste que la majorité de la musique, c'est du 24 bits, 44 kHz. Ouais. OK. Effectivement. Ça fait le tour des applications quand même pas mal, je veux dire, sur le marché. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais quand même que tu parles de Qobuz, qui a aussi un service qui permet de télécharger du DSD. Ça, c'est intéressant. DSD, qui est un format beaucoup plus lourd à ce moment-là. Donc, comment ça fonctionne? Quel est l'avantage aussi pour les consommateurs? Ben, c'est que le DSD, c'est un peu... c'est un des fichiers sur le marché. Il est comme sans compromis, si je peux dire. Il n'y a pas d'altération avec le DSD. Donc, la source d'origine. Exactement, c'est ça. Donc, c'est comme une source studio sans altération. Qualité studio. On peut dire aux gens que... Tantôt, on parlait avec le FLAC de la qualité CD. Là, maintenant, on parle de qualité studio. Studio, effectivement. C'est sûr que les fichiers studio, comme on a dit un petit peu plus tôt, mais c'est très lourd en information. Ben oui. Donc, ça se fait un petit peu moins en streaming. Le streaming, c'est de la bande passante en continu quand on écoute de la musique. OK. Fait que c'est un peu comme le DSD, concrètement, c'est plus un fichier que je télécharge, que je stocke dans un disque dur externe ou dans une clé USB pour en faire la lecture, que ce soit pas en continu. Là où c'est intéressant avec Qobuz, c'est que c'est quand même difficile d'avoir des fichiers DSD sur le marché. Mais Qobuz, c'est le seul service de streaming où je suis capable de télécharger un fichier DSD puis de le stocker dans ma mémoire à moi, soit sur le cloud ou avec un disque dur externe. OK. Puis c'est important, les gens, hein, c'est pas dans le téléphone qu'il faut, non, qu'il faut le télécharger, là, parce que ça sera pas le même rendu. Non. C'est avec Qobuz, là, si je me trompe pas, il faut l'acheter, le DSD. Oui, il faut l'acheter, Là, on revient à la formule, j'achète ma musique. Je possède. Fait que là, il est à toi, là, tu sais. Fait que là, tu vas le télécharger. Évidemment, comme tu l'achètes, elle va être enregistrée, cette musique-là, dans ton ordinateur. OK. Puis le lecteur réseau, lui, ben, les lecteurs réseau ont cette capacité. Parce que le lecteur réseau, c'est fait pour écouter sa musique en ligne, mais ça permet aussi d'avoir accès au contenu qui est enregistré dans un disque dur réseau qu'on peut avoir à la maison. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme la musique, le DSD est enregistré dans notre ordinateur, ben là, à travers notre lecteur réseau, son application, on va avoir accès à notre fichier musical, on a notre musique DSD. Puis là, ben là, on a vraiment, comme tu dis, José, c'est un son studio référence. Oui, c'est ça. Puis c'est bien que Qobuz offre ça, parce qu'avant, souvent, on s'en fait parler. Ouais, mais j'achète ça où, des DSD? Puis là, ben, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, les sites, c'est obscur ou c'est pas clair. Là, qu'on a une plateforme comme Qobuz, fiable, là, qu'on peut se fier, qui donne l'accès à l'achat de fichiers audio DSD, c'est intéressant. Fait qu'au moins, les audiophiles peuvent être comblés avec ce format-là. C'est comme un 2 en 1. J'ai de l'excellente musique en streaming, mais je suis capable d'avoir des fichiers studio d'excellente qualité. C'est vraiment intéressant. Ben oui, absolument. Puis c'est des choses qu'on ne pouvait pas acheter avant. Non. Tu sais, on n'avait pas de... C'était difficile. C'est assez difficile, oui, c'est ça, exact. Alors, Nicolas, écoute, on vient de parler quand même des fichiers connus, populaires. Le FLAC qui est très populaire, mais le DSD qui est moins connu, mais qu'on sait maintenant que c'est vraiment pour l'audiophile. Mais il y a aussi le ALAC. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques les différences entre le FLAC et le ALAC, puis c'est ça. Ben, ce qu'il faut savoir des deux, entre le ALAC et le FLAC, c'est que c'est le FLAC qui est le populaire. À cause que le FLAC, il y a une compression de 50 % au niveau du fichier, sans altérer la qualité, concrètement. Donc, pour de la musique en streaming, c'est ce qu'on recherche, un fichier qui n'est pas trop lourd. Le ALAC, c'est la même chose que le FLAC. Mais c'est Apple qui le fait, parce qu'on sait qu'Apple, il faut que ce soit toujours un petit peu unique, puis à part avec leur écosystème. Donc, c'est du FLAC, le ALAC, mais avec une compression qui est un petit peu moins efficace au niveau de ce qu'on va faire. Moins efficace ou il est moins compressé? Il est moins compressé. OK. Donc, il prend un petit peu plus de données quand on va le lire. Mais il est encore sans perte. Oui, effectivement. Toujours sans perte. À la source d'origine. OK. J'aimerais à cette heure parce que, tu sais, on voit souvent, quand on achète un lecteur réseau, on voit souvent qu'il y a une compatibilité ou encore, on voit l'information, tu sais, Spotify Connect, Tidal Connect. Puis, ils sont pas tous là. Tu sais, il y en a qui vont avoir Amazon Connect, d'autres, ils l'auront pas. C'est quoi l'importance d'avoir ça directement dans le lecteur réseau? Bien, l'importance, concrètement, c'est une question plus de simplicité. Donc, quand, exemple, je suis sur mon téléphone, j'ai Tidal. Si je n'aurais pas la fonctionnalité Tidal Connect, exemple, il faudrait que je passe par l'application du fabricant pour casser ma musique.
Donc, c'est comme une manipulation de plus qui n'est pas nécessaire quand je vais casser ma musique. OK. Je rentre sur Tidal, je la casse directement. C'est simple, ça va bien. Il n'y a pas de middleman, si je peux dire, au niveau de l'application. Il ne faut pas dire que les applications du fabricant ne sont pas intéressantes non plus. C'est plus une question de personnalisation, de réglage au niveau de l'application du fabricant. C'est rendu quand même assez simple aussi. C'est juste que si je veux caster rapidement ma musique, ben, je vais dans Tidal Connect ou en Spotify Connect, des choses comme ça. C'est ça l'avantage. Aujourd'hui, dès que tu achètes un lecteur réseau, que ce soit un Cambridge, un Marantz, un Aver Solo, ben, ils ont tous développé leur application. Ça, on l'a vu, je ne sais pas si tu te rappelles, José, les applications de streaming, ça existe depuis longtemps, là, mais je ne sais pas si tu te rappelles de la première application de Bose, de SoundTouch. La première version, c'était vraiment là, simple. Là. Il avait développé, ça donnait accès à Radio Internet, à tes six poste de radio préféré, puis tu avais accès à Deezer à l'époque, là, qui était comme le service musical à la mode avec Spotify. On n'entend plus parler bien. Puis, Deezer. Non, Deezer, effectivement, depuis, je dirais, là, ce qu'on entend parler d'un service de musique, là, c'est principalement Qobuz, surtout depuis que Québécois a des participations. Là, les gens sont bien intéressés par Qobuz. Tidal, Spotify, classique. Puis, mais tu sais, on l'a vu dans les dernières années, les applications, maintenant, ils fonctionnent vraiment bien. Là. Les compagnies, là, ils ont appris, là, puis... que ce soit une application Cambridge ou Eversolo, sont bien faits, sont lisibles, sont faciles à naviguer. Mais il reste que les gens, quand ils écoutent leur musique, c'est toujours plus facile de passer directement plutôt que d'ouvrir son application. Par exemple, je prends Cambridge. Je ouvre ton application Cambridge, tu cliques sur ton icône Tidal, puis là, tu as la musique Tidal. Ça fonctionne bien, mais ce ne sera jamais aussi bien intégré Tidal dans l'application que si tu passes directement par l'application du fabricant. Fait que ça donne vraiment une facilité d'écoute. Les gens tiennent à la facilité d'utilisation. Fait que là, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus sur les lecteurs réseau, il va y avoir la mention Spotify Connect pour les abonnés Spotify, Tidal Connect pour les abonnés Tidal, AirPlay pour les utilisateurs Apple. Tout ce que ça permet, c'est que quand tu écoutes ta musique, ben, tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas sur ton service de musique, tu appuies sur Play, puis là, tu vas avoir le choix de l'envoyer sur ton système de son. C'est le principe même du lecteur CD, là, d'avoir juste le lecteur réseau, excusez-moi, mais d'avoir de la simplicité avec mon appareil. D'éliminer la manipulation du CD ou du vinyle et tout ça, ben, c'est ça qu'ils vont faire avec Tidal. OK, c'est bon. Maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de votre nouveau tableau. Parce qu'effectivement, les gens qui sont habitués d'aller sur maisonadam.ca, qui connaissent les choix José, finalement, où on retrouve les tableaux de différents produits, maintenant, il y a un tableau pour les lecteurs réseau. Alors, vous avez testé 14 appareils, écouté, testé, décortiqué. Naturellement, dans les compagnies, on peut considérer que c'est vraiment les compagnies les plus populaires. On a Blue Sound, on a WIM, on se trouve à avoir Eversolo, on a aussi Moon et Marantz, ainsi que Cambridge. Alors, ces compagnies-là, je dirais que c'est le noyau principal de ce qui se vend le plus dans les lecteurs réseau. Et j'aimerais que vous m'en parliez à cette heure. C'est quoi les différences qu'il y a? Puis on va commencer avec Guillaume qui va nous parler de l'entrée de gamme, les connectiques, etc. Quel modèle qui était populaire? Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre d'un lecteur dans l'entrée de gamme qui est entre 300 et 800 $? Bien, si on regarde les lecteurs réseau à la base, là, un lecteur réseau entrée de gamme, ça donne déjà accès au plus important, c'est-à-dire que ça va te permettre de lire la musique, de la musique en ligne avec la meilleure qualité de son possible, sans compression. OK. Fait que, par exemple, si je prends un des lecteurs réseau les plus abordables, là, c'est le Node Nano. Là, c'est un lecteur réseau qui se détaille 400 $. Puis il y a WIM aussi, le WIM Pro Plus. Oui, exact. Déjà, si on a déjà un système de son à la maison, on veut moderniser son système de son, on veut écouter sa musique sans compression, mais déjà, en achetant un petit lecteur réseau à 400 $, on va avoir une meilleure qualité de son que si on achète un adaptateur Bluetooth. Là. Donc, parce qu'on a accès, grâce au réseau Wi-Fi, à la pleine bande de fréquence, ça va nous donner accès au son iRes, au son FLAC, comme on vient de parler. Fait que pour ça, les lecteurs réseau, même abordables, vont donner accès à ça. Puis c'est un des éléments qui est extrêmement important. Je vois qu'il y en a qui ont, dans cette gamme de prix-là, là, parce que t'en as qui se trouvent à avoir, prenons un exemple, le WIM Pro Plus, t'as pas d'écran. Non. Mais le WIM Ultra, puis le WIM Pro Plus, on parle d'un appareil qui est autour de 300. Puis le WIM Ultra, lui, se trouve à avoir à 425 $, se trouve à avoir un écran. C'est-tu si important que ça, l'écran? Oui, bien là, c'est ça. Là, on en revient à notre décision, pourquoi on a notre choix de José, finalement. Les lecteurs réseau dans ces gammes de prix-là, je dirais que essentiellement,
ils n'offriront pas une qualité audio aussi bonne que les lecteurs réseau plus haut de gamme, là, comme on va le découvrir, mais n'empêche qu'ils donnent accès à la source d'origine sans compression. Okay. Là, ce qui est intéressant, je dirais, on a évalué 4 lecteurs réseau en bas de 1 000 $. On a évalué effectivement 2 lecteurs réseau WIM, un lecteur réseau Cambridge qui est le MXN10, puis on a aussi évalué le lecteur réseau de Blue Sound qui est le Node Nano. Des 4 lecteurs réseau, celui qui a le meilleur son, là, c'est le Cambridge MXN10. Mais il n'y a pas d'écran. Oui, le MXN10, c'est juste que puis c'est le plus cher des 4, si ma mémoire est bonne. Sauf que quand tu regardes ça, c'est une petite boîte grise là, avec... c'est une petite boîte grise là, qui est pas très, disons-le, là, pas très sexy. Là. Puis tu n'as aucun input là-dessus, tu n'as pas d'entrée. Fait que c'est un appareil qui sert uniquement à caster ta musique en ligne, sans compression. Puis c'est celui qui offre le meilleur son. Mais dans la catégorie en bas de 1000, ça n'a pas été notre choix de José, même si c'est celui qui offre la meilleure qualité sonore. Parce que le WIM Ultra, lui, il arrive tellement avec des à-côtés intéressants pour sa gamme de prix que c'est difficile de passer à côté. Puis les gens, pour qu'ils sachent, la différence de prix, le WIM Ultra est quand même 300 $ moins cher que le MXN10. Que le Cambridge. Ouais. Puis on va chercher les avantages. Je te laisse aller. C'est là. Ça. Là, je reviens. J'étais là avant de répondre. Le petit écran. Oui, l'écran, le monde aime ça. C'est plaisant d'avoir un écran. C'est plaisant de voir la pochette de l'album. Ouais. Puis l'écran, il est tactile en plus sur le C'est ça, on n'a pas besoin de notre téléphone parce qu'on sait que ces lecteurs réseau-là se contrôlent par téléphone avec leur application. Mais là, on peut le faire. Je passe à côté de mon appareil. Je veux la changer, la toune. Je switch. Ouais. Ça parle, tu sais, ces petits lecteurs réseau-là, on l'a pas dit, ça permet d'écouter. Tu sais, un lecteur réseau, ça permet d'écouter de la musique en ligne, on l'a dit plusieurs fois. Mais tu sais, le WIM, ce qui est intéressant, c'est que c'est un lecteur réseau qui a plusieurs entrées aussi. Fait que si tu veux profiter de l'électronique du WIM, de ses DAC, de sa qualité de conversion, bien, sur un WIM Ultra, tu as un port HDMI ARC. Fait que tu peux brancher ton téléviseur. Fait que si tu as une belle chaîne stéréo, 2 belles enceintes, ça vaut la peine. Des fois, tu as un bon système stéréo, mais là, tu veux écouter le son de ta télé, tu achètes une barre de son. Là, ça commence à faire des haut-parleurs en titi dans ta pièce. Là, fait que t'es bien mieux de t'acheter un petit WIM Ultra, tu n'as pas de barre de son. Là. Tu branches en HDMI ARC, là, tu vas avoir le son de ton téléviseur excellent sur ton système stéréo. Tu as des entrées RCA si tu veux brancher une autre source. Tu as même une entrée phono. Là, oui, exact. Entrée de table tournante. Tu as aussi une entrée USB pour ceux qui vont avoir mis de la musique, des fichiers sur une clé USB. C'est vraiment des choses que, par exemple, le MXN10 offre pas. Fait que c'est un vrai petit couteau suisse, le WIM Ultra. Fait que, évidemment, là, c'est pas tant pour sa qualité sonore que c'est distingué. Là. Il fait très, très bien. Là. Je te dirais que c'est probablement le deuxième meilleur qu'on a entendu dans cette catégorie de prix-là, si je me rappelle bien. Le son est très bien, mais à cause des à-côtés puis le prix, c'est vraiment un bon appareil. Puis en plus, j'ai remarqué qu'il y a des sorties RCA pour être utilisé comme en préamplificateur. Donc, quelqu'un qui a un vieux système et qui n'a pas de télécommande, on va pouvoir contrôler, justement, tu sais, je veux dire, le volume. Même que WIM, ils ont sorti dernièrement un petit ampli de puissance pour être agencé avec le WIM Ultra. Ah, OK. Fait que, tu sais, là, ça peut te faire... Puis c'est pas gros, là. Là, c'est parce qu'on n'a pas pensé à les amener, nos petits appareils. Il aurait été sur la table, on aurait pu les pointer, là, mais un WIM Ultra, c'est tout petit, là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que là, quelqu'un peut acheter un petit WIM Ultra à un prix abordable, le petit ampli qui va avec pour brancher ses haut-parleurs. Là, ça fait un beau petit système haute fidélité à des prix qui font bien du bon sens. OK. Puis ça paraît dans une chaîne même qui vaut 2 000 à 3 000 quand on rajoute un lecteur réseau. Absolument, c'est essentiel. Oui, essentiel. Ça paraît automatique. Ouais. OK, mais à ce temps, si on s'arrête sur... Mettons que j'ai une chaîne plus haute fidélité, j'ai investi entre 5 000 et 10 000 $. Puis là, je vais être sûr que je vais chercher un lecteur réseau qui va m'apporter le plus possible de qualité sonore, mais je ne veux pas investir parce qu'on ne l'a pas dit tantôt, mais juste pour que je rappelle aux gens, dans les 14 produits, les 14 lecteurs réseau qui ont été testés, ils commencent autour de 300 $, mais ça va jusqu'à 17 000 $. Fait que, on va expliquer un peu plus loin pourquoi que ça vaut la peine des fois de payer autant que ça, mais il y a aussi quand même des produits entre 1 000 et 2 000 qui valent la peine. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Tu sais, je veux dire, là, on sait qu'on peut se mettre sur une chaîne, même à 5 000 $, on peut mettre un lecteur réseau à 300-400 $. On va être satisfait, on va avoir notre qualité CD. Sauf que si on veut encore mieux,
c'est vers où qu'il faut s'en aller. Mais je te dirais que durant toute cette écoute-là, à travers tous ces lecteurs réseau-là, là où il y a le plus gros bond en qualité sonore, là, OK. puis ça, c'est un bon que même quelqu'un qui n'est pas nécessairement, qui n'a pas une ouïe avertie, là, ou qui n'est pas comme nous tout le temps écouter des systèmes, ben, il va l'entendre. Ah, OK. Fait que c'est significatif. Là. OK. Quand on part d'un lecteur réseau en bas de 1000, puis on les compare aux lecteurs réseau entre 1000 et 2000, simplement faire un AB, c'est assez simple comme comparaison. Ouais. On branche un lecteur réseau dans une entrée auxiliaire 1 sur un ampli, on branche un meilleur lecteur réseau sur l'auxiliaire 2, on envoie le même signal du même service de musique en même temps sur l'ampli. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Vous avez vu une on fait juste changer les entrées. C'est significatif. Oui, la différence, okay. c'est significative. C'est quoi, justement? C'est quoi que ça allait apporter? Si on parle la star de qualité sonore, ben, comme on l'entend, là, d'abord, c'est le relief dans le son. Là, on a un son qui a plus de relief, ça veut dire qu'on a des aigus qui sont plus prononcés, on a des basses qui ont plus d'attaque, on a un plus beau staging aussi, on a moins l'impression que la musique sort des haut-parleurs. Fait que ça ouvre le son. Vraiment, là-dessus, c'est quand même impressionnant. Puis c'est là que le gap est le plus important. Puis après, quand on monte en gamme, le son s'améliore toujours, mais jamais autant quand on passe d'un lecteur réseau en bas de 1000 à plus de 1000. Fait que là-dessus, là, on le voit que les compagnies, ben, ils sont moins pris en termes de petits prix. Là, fait que les DAC utilisés sont de meilleure qualité. C'est des électeurs réseau aussi qui ont une meilleure alimentation électrique. Fait qu'ils ont des composantes un peu plus évoluées, mais ça se ressent sur le son. Parce que la conversion... Il y a une chose, lire la musique sans perte, c'est une chose. Mais après, la décoder, comment tu transformes cette musique-là sans perte en un signal analogique, c'en a un autre. C'est ce qui fait que les prix des lecteurs réseau augmentent. Et il y en a de tous les prix. Là. Bien, vous avez justement déterminé dans cette catégorie-là, entre 1000 et 2000, le DMPA6 Génération 2 comme étant le meilleur achat. Puis on est quand même à 1 300 c'est pas le plus cher dans cette catégorie-là. Puis je l'ai décortiqué un petit peu pour voir, parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Le son, vous l'avez décrit, le son, il y a des bonnes améliorations. Mais finalement, l'appareil, comme tu dis, il y a l'alimentation. Il y a aussi le boîtier. Je veux dire, tantôt, on va parler des boîtiers en cuivre, là, mais là, on est avec des boîtiers d'aluminium quand on parle de cet appareil-là. Mais il y a aussi d'autres choses. Ils appellent ça une horloge. Le clock. Là, je veux dire, on a une double horloge sur ce modèle-là. Ça vient faire quoi, la double horloge? Ça vient synchroniser le traitement des données. C'est quand même intéressant de savoir ça. Ça synchronise un petit peu comme si c'était un chef d'orchestre qui est en train de diriger tous ces musiciens. Bien, ici, l'horloge ou le clock vient vraiment assurer que la lecture des données est précise. Elle se trouve être dans la bonne fréquence aussi. Alors, c'est ce qui doit faire que cet appareil-là, ce fameux DMPA6 Génération 2, est aussi surprenant en qualité sonore, parce qu'en plus, il y a un double DAC. Fait que, tout va ensemble, justement, pour améliorer l'image, pour avoir plus de précision dans l'instrumentation. C'est exactement comme le WIM Ultra, là, en termes mais en plus haut de gamme. C'est-à-dire que c'est un vrai couteau suisse, le DMPA6. Comme tu dis, José, l'électronique à l'intérieur, tu l'as vraiment bien décrit, là. Ça lui permet, justement, d'aller chercher un son qui est très dynamique, qui est vivant. Il y a une belle basse, il y a des bons aigus. Le son, il est plaisant à écouter. C'est un appareil aussi, on parlait de l'écran. Là. La qualité de l'écran sur le DMPA6, là, c'est excellent. On dirait quasiment un petit écran OLED tellement qu'il y a du contraste, la définition est bonne. Puis il est large aussi. Hein, on se trouve à avoir, pointe la pochette, on se trouve à avoir les fonctions juste à côté. Ben là où il est fort aussi le DMPA6, c'est qu'il y a beaucoup de personnalisation. On peut ajuster le son, on peut même calibrer le son avec un... Eversolo vend un petit microphone. Puis il y a une calibration qu'on peut faire sur le lecteur réseau qui est très, très bien fait. Puis le micro n'est pas très cher. Il le vend 150 $. Puis c'est un micro qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une expertise. Là. C'est un système qui est fait pour être calibré par soi-même à la maison. Fait qu'il y a beaucoup de personnalisation de son. On a un écran de qualité. On a un son de qualité. C'est un appareil aussi qui a beaucoup de connectiques. On a même une sortie audio XLR balancée à l'arrière, ce qui est en plus du RCA traditionnel. Puis, dans un prix quand même qui est très, très compétitif, là, parce qu'encore une fois, entre 1000 et 2000, dans les 3 lecteurs réseau qu'on a évalués, c'est le moins cher du groupe. Là. C'est le moins cher du groupe. Wow! Ça, c'est un rapport qualité-prix extraordinaire dans ce temps-là. Là. Alors, c'est la compagnie Eversolo, cette fois-ci, qu'on vient justement de parler. Tu parlais de calibration. Je trouve ça intéressant parce qu'on
pour les gens là, qui n'ont pas tout écouté encore les balados, j'ai un balado où est-ce que je parle avec le spécialiste, Éric Massicotte, chez Maison Adam, qui fait de la calibration audio chez les gens. Ben justement, si vous voulez aller l'écouter, ce balado-là, pour vous faire une idée, ça vaut-tu la peine, la calibration? Éric, il m'a même préparé un pamphlet là, qui finalise, où il explique de A à Z là, qu'on va donner au client là, comment calibrer un Ever Solo. Ah, fait OK. qu'il passe vraiment de l'étape 1 à l'étape 2, pourquoi tu calibres ça, pourquoi tu positionnes ça comme ça, pourquoi tu fais cette étape-là. C'est vraiment bien fait. Ouais. Ah, bien, c'est intéressant. Bon, bien, écoutez, on continue encore une fois. Nicolas, parle-nous donc aussi des applications. Parce que je sais qu'il y a différentes applications. On a abordé le sujet tantôt, mais lesquelles que tu trouves les plus populaires? Parce que je sais que tu aimes beaucoup t'amuser avec tes appareils puis découvrir des choses. Qu'est-ce que ça apporte, ces applications-là, avec les compagnies? Là? Bien, c'est sûr que, comme on a dit, toutes les applications sont quand même rendues assez simples. Au niveau de la navigation, de la prise en main, ça va bien, c'est clair, c'est fluide. C'est quand même rendu quelque chose qui est nécessaire parce qu'ils sont tous en compétition puis ils ont toutes des applications de plus en plus intéressantes. Donc, ça va quand même assez bien. Je dirais l'application la moins intimidante qu'on a eue. Tu sais, quelqu'un qui est moins à l'aise avec un peu l'électronique, qui dit « Moi, je connais pas ça, ça me stresse, je sais pas comment naviguer. » Mais celle-là qui est la plus intéressante, c'est l'application Stream Magic de Cambridge. On l'a mentionné un petit peu. Ah, OK. C'est clair, c'est fluide, ça va bien. Il n'y a pas d'extravagance au niveau de la personnalisation. Exactement. OK. Mais il n'y a pas de calibration avec les Cambridge. Il y a un ajustement, un equalizer. Une dizaine de bandes. Là. Ah, OK. Effectivement. Mais il n'y a pas de calibration avancée comme Ever Solo. Il n'y a pas de jouer avec le gain comme Ever Solo. C'est plus simple. On va avoir de quoi de simple. Mais ça va bien en tabarouette. OK. Puis avec Stream Magic, c'est une des seules où l'intégration de la radio est vraiment bien faite. Oui, radio Internet, ça, c'est sûr que c'est très populaire. Les gens cherchent en quelque part aujourd'hui, ils se vendent quasiment plus de tuners, de récepteurs. Ils s'en vendent un petit peu, mais c'est des tuners à 700-800 $. Il y a plus de tuners quand même accessibles concrètement, de bonne qualité. Ben là, avec Cambridge, avec l'application Stream Magic, j'ai intégré cette fonction-là qui est plus difficile à avoir maintenant. Oui, mais tu sais, tu as toujours, José, la radio Internet est disponible dans toutes les applications. Tu l'as chez Ever Solo, mais c'est juste Ever Solo à côté de la radio Internet. En parenthèse, c'est écrit bêta. Fait que là, tu vois que c'est pas fini. C'est pas au point. C'est pas aussi... ça marche bien. Ça marche. Sur un poste de radio, ça joue, mais c'est pas aussi convivial. Stream Magic, l'application radio, est bien faite. Puis, tu sais, pour les gens qui écoutent, là, c'est la radio. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est la radio locale. Par défaut, en entrant ton code postal, l'application va savoir t'es où. Fait qu'elle va te proposer les postes de radio de Québec. Mais après, là, c'est all you can eat. Là. Si tu veux écouter la radio de New York, tu veux écouter de la radio de France, si tu aimes le jazz, puis tu veux un bon poste de radio jazz, à travers l'application Stream Magic, tout ça, c'est vraiment accessible. Ah, ben c'est génial, ça. Puis je remarque aussi que sur certains appareils, on parle de Room. La compatibilité avec ce service qui est offert. J'aimerais ça que vous l'expliquiez un petit peu plus en détail. C'est quoi Room? C'est quoi que ça apporte? C'est quoi les frais de ça? Room, des fois, ça peut être un petit peu compliqué à expliquer. Je vais l'imager en disant, Room, c'est un peu comme si je vais sur Internet, sur un navigateur, Google, exemple. J'écris une recherche, je lui pose une question, quoi que ce soit, puis il me sort plein de résultats selon ce qu'il y a sur Internet. Ah oui, exact. Room, concrètement, c'est un peu ça, mais avec nos différentes sources audio. Donc, quelqu'un qui est abonné à Tidal, ou qui peut être abonné à Spotify aussi, qui peut avoir un disque dur externe aussi. Donc, il y a différentes sources audio. La navigation à travers de ça, c'est pas parce qu'il y a quelque chose sur Spotify qui va l'avoir sur Tidal et vice-versa. La navigation de ça, ça peut être fastidieux un petit peu. Il faudra que je navigue, je sorte d'une application, rentre dans l'autre, sélectionne mon disque dur externe. Room, ça vient centraliser nos sources audio pour que ce soit plus simple au niveau de la navigation de tout ça. Je vais dans Room, je cherche quelque chose, puis Room va me donner mes options dans le meilleur format audio possible, concrètement. En plus, il tient compte du format, celui qui est le plus performant, qu'on a dans le magasiné, soit dans le disque dur, ou soit dans les services en ligne là, qu'on est abonné. Exactement. Donc, ça vient centraliser nos sources audio pour avoir la meilleure expérience. Vraiment, celui qui aime écouter beaucoup de sources de musique, exactement. Je veux dire, puis qu'il va avoir ce qu'il y a de meilleur comme enregistrement. Ça peut être des fois un spectacle, ça peut être peu importe ce qui est enregistré. Ça devient intéressant. Ça sert à ça. C'est sûr que si on a seulement une source audio, donc je veux dire par là que je fonctionne uniquement avec Tidal, peut-être que ça s'adresse un petit peu moins à la personne qui va prendre Room. Parce que Room, il faut savoir, c'est quand même 800 $ de base pour l'utiliser.
Ah, OK. Donc, c'est quand même un pensée du bien. Donc, il faut que ça rejoigne nos besoins puis ce qu'on en fait. C'est ça. C'est un logiciel de lecture musicale, finalement, qui va réunir... Quand il y a des gens qui vont être abonnés, comme tu disais, Nick, à Spotify, à Qobuz. En plus de ça, ils ont de la musique, ils ont pris le temps d'enregistrer toute leur discographie, ils l'ont enregistré dans leur ordinateur. Mais là, ce logiciel-là, il va réunir toutes tes sources de musique, autant celles de streaming que celles que tu possèdes. Il va les réunir dans une application. Puis là, il va te donner accès à travers ça. Bon, mais si tu veux écouter... l'album de Diana Krall X, voici, tu l'as dans 3 services, puis là, tu as la meilleure qualité de son, elle est là. OK, je comprends. On a parlé un petit peu de connectique tantôt, juste pour, en quelque part, que les gens sachent qu'est-ce qu'on va retrouver sur un lecteur réseau. On sait qu'il y a des entrées RCA, on va avoir des entrées des fois qui vont être... tantôt, c'était plutôt une sortie. Tu as parlé de XLR, toi, Guillaume. C'est quoi les XLR? Pour que les gens comprennent bien, on sait, nous autres, c'est des sorties balancées. Exact. On s'entend parce que... mais peut-être juste rentrer dans les détails. Ça, pour que les gens comprennent bien, c'est comme 3 trous qu'on voit dans un appareil ou encore 3 pins quand c'est la sortie ou l'entrée, là, naturellement. Ça ressemble un peu à une prise de micro, si on peut dire. C'est ça. C'est un fil qui est grandé. Fait que le XLR, l'idée, là, c'est que c'est un type de câblage qui est utilisé dans le professionnel. Là, parce que comme il est grandé, mais quand tu es rendu qu'il faut que tu tires une ligne de 200 pieds, si tu n'as pas de ground, c'est sûr que tout ce que tu vas entendre, c'est du bruit. Là. Fait que, mais dans l'audio haute fidélité, le XLR, même si les câbles sont courts, c'est considéré quand même comme la connexion la plus performante possible. Fait qu'on retrouve sur les appareils audio, à partir d'une certaine gamme, la plupart du temps, les gens on va retrouver les sorties audio XLR. Mais là, il faut faire attention. Là, si on a déjà acheté... à la maison, des très bons câbles RCA d'une certaine somme, il ne faut pas nécessairement penser que je vais m'acheter un câble XLR à 15$ puis ça va donner un meilleur résultat toujours que le câble RCA. Il faut quand même nuancer. Il faut quand même acheter des câbles XLR de qualité, comme on peut le faire avec un câble RCA. On n'utilise pas ces sorties-là pour sauver des sous, là. Non, pas du tout. Là. Un câble XLR, la plupart des compagnies, nous, on fait affaire avec Kimber Cable, par exemple. Quand quelqu'un commande un câble Kimber Cable, on peut lui faire avec soit une terminaison RCA ou XLR. Je dirais que s'il y a le choix puis il s'achète un bon câble, prends-toi la terminaison XLR si tu as les entrées pour ça. Mais on ne retrouve pas ça sur tous les amplis non plus. Le XLR, on le voit de plus en plus. Là, il commence à arriver de plus en plus dans des appareils abordables, mais reste que le RCA reste le connecteur le plus courant. Là. OK. Fait que OK, ça fait le tour de ce que je me posais. C'est surtout pour que les gens aient l'information, si ça vaut la peine d'aller vers ça. Maintenant, dans le tableau, on a aussi les appareils qui sont au-dessus de 2 000 $. Donc là, on a entre 2 000 et 3 000 $. 3 appareils en ont ressorti. On a chez Marantz, d'ailleurs, c'est là qu'on voit le premier lecteur réseau Marantz, qui est quand même particulier. Tantôt, tu as souligné les genres de combos. Là. Un petit briquel. On va te laisser en parler là, dans quelques instants. On a Eversolo avec le DMPA8. Et on a du côté de Cambridge le EXN 100. C'est ça, hein? OK. Alors, je te laisse aller, Guillaume. Là, c'est ça. On peut commencer avec... moi, ce qui est intéressant, c'est Marantz, là, parce qu'il arrive avec une solution que personne n'a, dans le marché, en tout cas à ma connaissance. C'est que leur lecteur réseau, c'est assez facile. Là, il s'appelle CD50. Là. Fait que leur lecteur réseau, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils intègrent aussi le lecteur CD. Parce qu'il faut savoir, José, c'est que la technologie qui sert à convertir le signal d'un CD, c'est sensiblement la même technologie qui sert à convertir les signaux numériques des services de streaming. Puis Marantz, c'est un très grand fabricant de lecteurs CD. Là, des compagnies qui font des bons lecteurs CD, il n'y en a plus des tonnes. Marantz fait partie des très bonnes lignes pour fabriquer des lecteurs CD. Puis eux, ils profitent de cette expertise-là pour se distinguer. Leur lecteur réseau intègre un CD. Fait que ça, c'est une solution qui est intéressante parce qu'on le disait plus tôt, il y a beaucoup de gens qui aiment qui ont acheté au cours des années, ils ont des collections de 5, 6, 700 CD. Là, ils se disent, c'est plate que je perde ça si je m'achète un lecteur réseau. Je vais être aussi obligé de m'acheter un lecteur CD parce que là, j'ai tellement acheté de CD. C'est une belle solution. Oui, exactement. Fait que là, tu parles de qualité, justement, c'est dans leur usine au Japon. Hein. Non, pas le CD50. Pas le CD50. Oui, ça va être leur modèle. Le SA-CD30. On va en parler tantôt. Reste que le CD50, c'est ça. Quelqu'un qui a c'est un appareil qui va s'adresser à quelqu'un qui a une bonne collection de CD. Il veut aussi écouter sa musique en streaming pour tous les avantages que ça apporte. Mais là, il y a un tout-en-un de très, très bonne qualité. Puis reste que Marantz, ils ont un son.
sais, c'est une compagnie là, qui s'est distinguée avec les années avec un son. C'est un son qui a beaucoup de nuances, beaucoup de douceur. Donc, le CD50, en termes de performance sonore, ça aussi, pour écouter sa musique en streaming, c'est vraiment très, très bon. Écoute, Nicolas, de ton côté, j'aimerais que tu nous expliques maintenant, c'est pas le CD50 qui a été choisi, c'est le EXN 100 de Cambridge. Alors, pourquoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait que du côté d'Eversolo, c'est quand même complet. Oui, très complet. Si on parlait tantôt du DMPA6, qui était très complet, bien, le DMPA8, il est encore plus complet. Ouais. La qualité est là, mais le EXN 100 s'est démarqué. Pourquoi? Bien, ce qu'il faut savoir au départ dans cette catégorie-là, c'est que c'était très serré dans les choix de 2000 à 3000. C'est trois excellents appareils. Je me souviens d'avoir participé un petit peu à ça. Comme tu as dit, Eversolo, c'est très complet comme appareil, le DMPA8 surtout. C'est sûr, Eversolo, c'est une jeune compagnie. Ça a commencé en 2017, Eversolo. Donc, on est encore au tout début, techniquement, dans le domaine de l'audio. Exact. On le voit juste en le regardant, même avant de l'écouter. C'est un design qui est très jeune, moderne. La sonorité aussi, elle l'est un petit peu. Quand je dis une sonorité jeune, ben, c'est un son qui est très découpé, très ouvert, transparent. Moins chaleureux, mettons, qu'un Exactement. exemple. Cambridge doit être un peu comme Marantz, avec un son plus nuancé, plus chaleureux. C'est exactement ça, je veux dire. C'est un peu pour ça qu'on est allé vers le XN100, c'est qu'il y a un peu le meilleur de deux mondes en termes de sonorité. Donc, j'ai le son transparent, ouvert d'Eversolo, mais avec la trace un petit peu chaleureuse et douce de Marantz. Donc, j'ai comme le meilleur de deux mondes. J'ai aussi un écran d'affichage que j'ai pas avec le CD50 à cause du lecteur CD. Oui, c'est vrai. Donc, on va retrouver un petit peu l'écran du Eversolo. J'ai aussi l'application super simple de Cambridge Magic avec l'accès à la radio qui va super bien. C'est vrai. Puis, ce qui est le fun avec le XN100, qu'on ne retrouve pas vers les deux plus petits modèles de Cambridge, ben, j'ai l'entrée HDMI ARC pour le brancher à la télé. Il est complet dans les connectiques. Exactement. Le XN100, c'est ce qu'on reprochait un petit peu, par exemple, au XN100 de Cambridge, qui est leur modèle plus abordable, là, entre 1000 et 2000. Lui, il manquait un peu de connectique. On n'avait pas la HDMI ARC, il manquait un petit peu de connexion. Le XN100, c'est un lecteur réseau qui est, en termes de connectique, aussi complet ou presque qu'un DMPA8 ou un CD50 de Marantz. Puis comme tu l'as vraiment bien dit, Nick, c'est ça, c'est le son. C'est sûr qu'avec un DMPA8, il y en a qui vont dire avec le DMPA8, j'ai tellement de réglages que je vais pouvoir arriver avec un son plus chaleureux. Sauf que là, ça demande. C'est pas si simple pour un néophyte d'arriver à changer le son, le caractère de son à ce point-là d'un appareil. C'est pas tout le monde qui veut le faire non plus. Non, exact. Fait que là, c'est ça. Ça devient de la coloration quand on commence à jouer des paramètres d'un égaliseur. Contrairement à ce qu'on est en train de dire, c'est que le Cambridge, c'est le son, il est nuancé. Il est nuancé, ça veut dire qu'on va chercher plus de vibrations, de sonorité qui est existante, qui a été mise sur la trame de son. Là, alors que l'autre, il vient faire de la coloration. Si on essaie de changer son son. Là, c'est pas pareil. C'est ça. Le DMPA8, comme tu dis, c'est un très dynamique, très vivant, beaucoup d'aigus, bonne basse. Le Marantz, son plus doux, chaleureux. Puis le Cambridge, c'est très dynamique puis vivant. Là. Les basses, ils ont de l'impact, il y a de l'aigu, mais on a cette chaleur de son-là. Mais il faut dire que Cambridge, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais c'est une vieille compagnie. Oui, absolument. C'est une compagnie qui fait du son depuis des décennies. Ils sont reconnus comme faire des produits toujours très, très fiables. C'est pour ça que tantôt, tu le soulignais, Eversolo, c'est une compagnie plus jeune. Il existe depuis 8 ans. Ça va-tu durer 15-20 ans comme produit? On ne sait pas. Tandis que Cambridge, on sait qu'on est dans cette talle-là, comme avec Marantz. C'est comme les garanties. Des fois, les Eversolo sont encore avec un an de garantie. Tandis que quand on regarde la concurrence en audio, un an de garantie, on est habitué de voir ça dans les télés, offert par les fabricants. Mais dans l'audio, on est habitué à plus que ça. Je suis d'accord. Alors maintenant, dans le tableau, on a aussi, supérieur à ces produits-là, autour de 4 à 5 000 $, on a deux appareils. On a encore un Eversolo, le DMPA10. Puis deux appareils qui sont particuliers parce que chacun a ses avantages. L'autre, c'est le SACD, justement, 30 de Marantz. Alors, Guillaume, je te laisse nous en parler. Puis là, lui, il vient de leur fameuse usine. Comment elle s'appelle, l'usine? Shirakawa au Japon. Shirakawa au Japon. Ça paraît que tu es allé faire un tour au Japon, toi. Là, ça, c'est vraiment... C'est des lecteurs réseau, là, mais ils sont complètement différents. Fait qu'en réalité, ils ne s'adressent pas vraiment à la même clientèle. Je dirais que là, vraiment, l'élément qui a aligné notre choix, c'est encore une fois, comme dans les autres catégories, là, c'est sa qualité sonore. Si on regarde d'abord le DMPA10, c'est le meilleur lecteur réseau que tout en un que Eversolo fait, mais c'est aussi un préampli stéréo.
OK. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Ça veut dire que, il y a des meilleurs DAC, système d'horloge, tu en parlais tantôt, plus évolué que sur le DMP-A8. Okay. Donc, en termes de sa qualité de conversion de signal, elle est plus performante que les autres lecteurs d'Eversolo. Okay. Sauf que c'est aussi un préampli dans le sens où on va retrouver plusieurs entrées analogiques à l'intérieur de cet appareil-là. Donc, on peut brancher un lecteur CD, on pourrait brancher une table tournante si on achète un petit préampli phono avec ça. C'est aussi le seul lecteur réseau qui a 2 sorties pour caisson de basse. Donc, c'est là aussi qui peut être utilisé comme préamplificateur. En termes de connectique, il est aussi complet qu'un préamplificateur stéréo. Là, c'est juste expliquer vite. Là. C'est quand on est rendu avec une certaine qualité de système, bien, souvent, on a plusieurs composantes. Fait qu'on a un préamplificateur dans lequel on branche nos sources, puis on a un ampli de puissance dans lequel on branche ses haut-parleurs. Puis à un moment donné, c'est parce qu'on peut pas tout avoir dans un seul appareil. Okay. Fait que le DMP-A10, quelqu'un qui dit moi, je veux moderniser ma chaîne de son. J'ai un vieux préamplificateur stéréo NAD ou une autre compagnie. J'aimerais le moderniser. Bien là, au lieu de t'acheter un autre préampli stéréo, plus un lecteur réseau à côté, bien là, Eversolo, il arrive avec un DMP-A10 qui fait les deux vraiment très, très bien, avec un système de calibration qui est encore plus évolué que les deux autres. Donc, en connectique, là, il est très, très avancé technologiquement. OK. Du côté de Marantz, là, c'est une autre affaire complètement. Marantz, ils reviennent avec leur lecteur CD, mais cette fois-ci, c'est SACD. Le SACD, là, t'en parlais tantôt, Nick, oui. C'était dérivé du DSD. Là. Oui, effectivement. C'est un fichier qui n'a jamais eu énormément... C'est un format de CD qui n'a jamais connu un énorme succès, il faut le dire. Là. Mais le SACD30, là, on est dans le haut de gamme de Marantz. Ouais. Il est fait au Japon. Là, on est dans une qualité de construction qui est irréprochable. Donc, un lecteur CD très haut de gamme pour ceux qui ont une bonne collection de CD. Puis, c'est un son qui est aussi, pour le prix demandé, qui est vraiment très performant. Okay. Parce que là, c'est un son qui est, par rapport au Eversolo, excellente définition dans les aigus. Nuancé, chaleureux. Mais la nuance, c'est ça. Au niveau de la définition sonore, similaire, mais vraiment, le SACD30, davantage de nuances dans les graves aussi. Tu sais, il y a une chanson là, qu'on fait souvent écouter. C'est quoi le nom? La tune d'Harry, Queen Mary. Là, c'est une musique jazzy, électronique, là, avec beaucoup de graves. Ben là, il y a une profondeur dans les graves puis une précision dans les extra graves que le SACD30 va être capable de mieux reproduire que le DMP-A10. Okay. Donc ici, là, dans le haut de gamme, c'est l'appareil qu'on recommande le plus parce que souvent, quand on cherche un lecteur réseau, on n'a pas nécessairement besoin de toute la partie préamplification, parce que c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. La majorité du temps, les gens ils ont déjà leur amplificateur. Mais là, avec le lecteur SACD30, mais là, en termes de qualité sonore, ça reste le plus important dans un lecteur réseau. C'est lui qui s'est le plus distingué des deux. Là. OK. Il reste quand même que je veux éclaircir des choses aux gens parce que tantôt, on parlait justement que DMP-A6, qui est dans une gamme de prix entre 1000 et 2000, on disait comment est-ce qu'on était impressionné, tout ce qu'il offrait, puis la qualité sonore était acceptable. Mais là, on est rendu que, Eversolo, on trouve que rendu dans les gammes, comme on est là, entre 4000 et 5000, là, Eversolo, on trouve que leur son n'est pas aussi complet. Je pense que les gens, il faut juste qu'ils comprennent ce qui est important. C'est que quand on est rendu à investir 4 à 5 000 ou entre 2 et 3 000 dans la haute fidélité, on tient compte encore plus des résultats sonores. Ben oui, c'est l'élément primordial. C'est l'élément primordial. Alors que le petit DMP-A6 Génération 2, ben, on l'avait comme considéré comme un choix de José parce qu'il avait beaucoup de fonctionnalités, une belle qualité de construction, un son aussi qui est pur, on peut le dire, il est pur, même si leur son est plus jeune et plus rythmé et plus dynamique. Ça plaît à une clientèle aussi. Ça plaît à une clientèle, c'est ça, dans cette gamme de prix-là, effectivement. Fait que c'est juste une petite parenthèse comme ça. Nicolas, j'aimerais que tu m'expliques, par exemple, une chose, c'est plutôt à nos auditeurs à expliquer. Qu'est-ce qui est mieux? C'est-tu d'avoir un lecteur réseau comme ça, avec son préamplificateur intégré, ou si on est mieux d'avoir tous des morceaux séparés, puis pourquoi? Bien, c'est sûr que si on va dans la base de l'audio, oui, c'est mieux d'avoir tous mes appareils séparés. Ils vont tous avoir des alimentations électriques différentes. Ça va juste être mieux pour isoler justement chacune des qualités des appareils. C'est sûr que, avec raison, si j'ai plus d'appareils, je me ramasse avec un lecteur réseau, un préamplificateur, un ampli de puissance, mais on est rendu avec 3 appareils. Donc, d'un, ça prend de l'espace. Oui, il y a ça aussi. C'est du filage de plus. Mais c'est sûr qu'en termes de qualité audio, si c'est vraiment la qualité audio qui est le facteur qu'on cherche, oui, d'y aller séparer, c'est mieux. Ah, OK. Mais c'est sûr qu'il y a une question aussi d'esthétique. Donc, si je mets ça dans mon salon standard,
ça me prend un gros meuble, ça prend de la place. C'est beaucoup de choses. Donc, ça dépend des besoins qu'on a. Tandis que des fois, on peut avoir des amplis intégrés avec lecteur réseau qui sont beaucoup plus petits, qui font un très bon travail. Oui, peut-être la qualité sonore va être un peu moins bonne, mais esthétiquement, puis en termes d'espace, c'est beaucoup mieux. OK. Donc, ça va dépendre des besoins qu'on a au final. Oui, je comprends. Mais il reste que la prochaine catégorie va nous le mentionner, là, va nous le prouver. Il reste que des appareils quand même qui peuvent avoir une préamplification, mais qui sont exceptionnellement performants et aussi de qualité incroyable, comme ce qu'on va parler là. C'est-à-dire, on a dans la prochaine catégorie qui sont nos deux appareils, un qui est à 15 000 puis l'autre qui est à 17 000. J'aimerais que tu continues, Nicolas, à nous parler justement du Link 10 de Marantz, qui se trouve être un lecteur réseau de très haute fidélité à 17 000 avec une préamplification. Oui, donc là, est-ce qu'on est encore... là, on peut dire qu'on est dans un produit assez exceptionnel ou est-ce qu'on n'aura pas besoin d'avoir un préamp séparé? Là? Bien, c'est sûr qu'on est dans la crème de la crème. On a rendu à 17 000. Je connais ça, ce petit on n'a jamais entendu ça. OK. Avec Michel Carrier, ça arrive souvent qu'on parle de la crème de la crème. Ben, c'est la crème de la crème. Je vais reprendre le terme. Oui. Mais c'est le modèle, je vais dire... excusez l'anglicisme un petit peu, mais flagship de Marantz. C'est vraiment leur meilleure technologie à ce jour. C'est vrai. Quand ils ont conçu ce produit-là, ils ne sont pas allés avec un terme de budget, ils sont allés avec un terme de qualité, d'introduire les meilleures pièces. Puis après, on verra comment ça coûte. C'est vraiment ça. Oui, c'est vrai. Ils ont commencé avec le châssis. Donc, pour le Link 10, ils ont conçu un nouveau châssis, un châssis à triple couche de cuivre. Okay. Ça vient isoler les différents circuits pour réduire l'interférence. OK. Donc, ça, c'est un gain direct là. Ouais. On est rendu à introduire un nouveau châssis pour la qualité, c'est qu'on y va à 100% au niveau de la conception. Ils ont aussi introduit une nouvelle alimentation électrique pour le Link 10. Ben, quand je dis une, techniquement, il y en a trois. Il y en a trois dans le Link 10. Okay. Une dédiée à la section préamplificateur, une pour le lecteur réseau, puis une pour l'affichage de l'appareil. OK. Donc, encore là, je viens réduire l'interférence, réduire le bruit pour avoir une alimentation qui est plus stable pour chacune des composantes, concrètement. Exact. Puis, avec le Link 10, ils ont introduit 2 nouveaux modules HDAM. Ça vient comme préamplifier le signal avant que ça arrive aux appareils pour avoir plus d'informations au final. Donc, ça vient donner une image sonore qui est beaucoup plus large, plus enveloppante. OK. Avec plus de détails, beaucoup. OK. Puis une meilleure ouverture, surtout. Autant à l'horizontale qu'à la verticale. Tu sais, la verticalité dans le son, ça peut être difficile à faire. Mais ça, c'est vraiment intéressant avec le Link 10. Okay. On a essayé aussi avec le Link 10, parce qu'on sait, on a parlé du son... tu as parlé du son de Marantz, concrètement, qui est très chaleureux, doux puis lisse, qui est toujours en équilibre, qui n'a jamais de débordement au niveau du son. On a quand même monté le Link 10 avec le volume, essayé de trouver peut-être un point de rupture. On ne l'a pas trouvé. OK. Honnêtement, vous avez mis ça très, très fort. C'est ça, je comprends. Là. Il y a de la réserve. Ça doit être la journée que ça dérangeait beaucoup dans mon bureau. Là. Peut-être. Mais il y a de la réserve. C'est vraiment intéressant. Pourtant, la salle était loin. Là, mais... Comme je dis, il y a de la réserve. Il est puissant, dynamique. Puis souvent, dans les appareils comme ça, le poids d'un appareil, c'est un peu gage de qualité, concrètement. Cet préamplificateur-là, avec lecteur réseau, il pèse quand même 72 livres. Aïe! Fait qu'il se laisse porter. Honnêtement, c'est un pensée-y bien, c'est sûr, avant de le déplacer, mais c'est une réussite du côté de Marantz, le Link 10. OK, en tout cas, c'est une très bonne description, Nicolas, d'un produit qui est vraiment exceptionnel. Mais il reste quand même que ce qui a été choisi dans cette catégorie-là, comme le meilleur lecteur réseau, c'est le Moon 681. J'aimerais, Guillaume, tu nous expliques pourquoi. Oui, bien, le Moon 681, c'est un appareil, c'est un lecteur réseau qui se distingue du Link 10, là, parce que le Moon 681, c'est pas un appareil qui est conçu pour préamplifier un système. Il n'y a pas de préamplificateur dedans. Non, il faut aller vers le Moon 781. Oui, fait que le Moon 681... 791, je pense. Ouais. C'est un pur lecteur réseau, fait qu'il n'y a pas de contrôle de volume là-dessus. C'est vraiment pour lire la musique. Puis, tu sais, des fois, là, les gens disent « Caroline, que c'est cher. » Tu sais, le Moon 681, c'est 15 000. Le Link 10, c'est 17 000. C'est vrai que c'est des grandes sommes. Sauf que c'est la source sonore. Puis, tu sais, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des systèmes de son très haut de gamme. Mais c'est sûr que nous, on les côtoie, là. C'est des clients, c'est des gens qui viennent en magasin. Qui investissent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Tu sais, fait qu'ils sont rendus avec des haut-parleurs qui ont payé 40, 50, 60, des fois même 100 000. Ils en ont mis presque autant dans leur partie pour les amplificateurs, pour les alimentations. Fait que c'est sûr que cette clientèle-là, ils cherchent une source
qui va être de pair avec ce type de système-là. Exact. Parce que on dit que le SACD30 ou le DMPA10, c'est des bons appareils, mais ça fonctionnerait sur des systèmes très, très haute fidélité, mais cette clientèle-là en veut plus. Ouais. C'est évident qu'il y a des compagnies qui vont offrir ces produits-là pour cette clientèle-là. Okay. Donc, le Moon 681, où il est fort, c'est évidemment, la qualité de construction est exceptionnelle, là, comme on avait avec le Link 10. C'est un appareil qui est extrêmement bien construit. Puis, Moon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas très avares dans la description. Nous, on va utiliser le DAC, puis on a pris un DAC d'une autre marque. Ils sont pas là-dedans. Eux autres, ce qu'ils expliquent, c'est que le DAC a son importance, mais le plus important pour créer le son, c'est le tuning que tu vas faire autour du DAC. Comment tu vas intégrer l'alimentation, comment tu vas intégrer la conversion du signal. Puis aussi, la qualité des pièces qui est utilisée. Tu sais, les gens, tantôt, parlaient vite des fils. Tu sais, il y a des câbles. Là, tu peux acheter un câble audio RCA, un bon câble audio RCA à 100$. Il y en a à 20$, mais il y en a aussi à 700$. Là. Mais tu sais, on achète ça parce que, mais les métaux sont de meilleure qualité, ça crée moins de filtres entre les composantes. Mais ça, cette réalité-là est vraie aussi dans comment tu conçois dans ton appareil. Ouais. Donc, toutes les résistances, les pièces qui sont utilisées dans le Moon 681, les types de la qualité des composantes, mais chaque pièce a été réfléchie, pas pour avoir un gain au niveau du prix, mais un gain au niveau des performances. Okay. Mais ils ont aussi une technologie propriétaire. C'est le MHP. Le MHP, là, pour justement au niveau du courant. Ouais. Là, c'est ça. Quand on ouvre ça, on regarde l'intérieur du Moon 681. Le tiers de l'espace est réservé à l'alimentation électrique. L'alimentation, là, c'est très, très important dans la haute fidélité. C'est ce qui fait que tu as un son qui est en silence. Okay. Donc, c'est une alimentation qui est capable de tirer un courant continu qui est très, très stable, puis qui a un niveau de bruit qui est extrêmement bas. Okay. Comme avec les télé OLED. Tu sais, José, on vend des télé OLED depuis des années. Là, on explique que l'OLED est si beau parce qu'il fait un noir parfait. Puis là, on applique des couleurs par-dessus ça. Puis là, les couleurs sont belles parce qu'il n'est pas altéré par un rétroéclairage. Mais en son, le silence, c'est la même chose. Plus tu as de l'équipement électronique qui ne produise aucun bruit, mais plus la musique va devenir détaillée puis transparente. Fait que, tu sais, le Moon 681, quand on l'a écouté, c'est comme si on rajoutait des watts à ces amplis-là. Tu sais, quand on passe du Moon 681, puis on a fait de l'exercice, c'est sûr que c'est pas le même prix que le DMPA10, puis on avait le Moon 681, puis il était branché sur le même système de son. On passait de l'un à l'autre. Quand on était sur le Moon 681, mais là, le décibel augmentait. Là. On voit que le gain qui arrivait à l'ampli... Le gain musical est vraiment important. Oui, exact. Okay. Fait que là, le Moon où il est fort, c'est la raison pourquoi c'est notre choix de José, parce qu'ils sont tellement forts dans la spatialisation du son. Okay. C'est un ampli qui est capable de te produire une image sonore là, qui est facile. Tu n'as pas besoin de te concentrer ou de dire « Ah oui, là, j'entends, là, la note est un peu plus haute, ça se passe tout seul. » Fait qu'ils sont très, très forts en spatialisation de son. Puis, ça permet d'aller chercher des nuances, là. Tu sais, encore, c'est quoi la toune avec le claquement de doigts? C'est encore Queen Mary? On est... c'est encore celle-là. Oh, oui. Au début, il y a comme une espèce de... Au début de la chanson, il y a quelqu'un qui claque des doigts, là. Puis ça a toujours été ça. Puis, tu sais, c'est une chanson qu'on fait souvent écouter en démo parce qu'elle est parlante. Il y a de l'aigu, il y a des basses, il y a un peu de tout, là. Puis ça joue... Puis la chanson n'est pas très longue. Puis ça fait des années qu'on... peut-être pas des années, là, mais ça fait, mettons, un an et demi qu'on l'a fait écouter. Mais quand on l'a écouté sur le Moon 681, là, on a entendu... Il y avait tellement... La spatialisation du son puis la définition était tellement bonne que là, on entendait le pouce glisser sur chaque doigt. OK. Mais ça, tu sais, nous, on ne savait pas que c'était enregistré de même. On a toujours entendu. Donc, c'est là que vous êtes aperçu que la personne utilisait plus qu'un doigt. Exact. Oui, c'est ça. On entendait vraiment le doigt glisser. Puis fallait pas se forcer. Ah, tu sais, t'as entendu plus ça? C'est vraiment venu tout seul. Fait que là, vraiment, en termes de qualité sonore, de spatialisation, d'efficience, c'est tout ce qu'on recherche dans la très, très haute fidélité. Mais là, force est à admettre que le 681, vraiment, là-dessus, il s'est distingué du reste du groupe. Là. Puis il reste que Moon, c'est un produit québécois. Oui. Puis, c'est... On parle des garanties, on en parlait tantôt. Tu sais, souvent, dans l'audio, là, on est habitué à du 3 à 5 ans. Mais là, Moon, eux autres, c'est 10 ans. Là. Mais c'est sûr, quand tu payes à cette valeur-là, c'est le fun d'avoir un support de la compagnie qui va durer des années. Là. Puis, d'ailleurs, on a déjà discuté avec eux autres, puis c'est assuré que même des appareils qui datent de passer 10 ans, ils ont les pièces, puis ils sont capables de fournir encore le support. Fait que, très intéressant, les gars. Je pense qu'on a fait une bonne description
description de ce nouveau tableau-là que vous allez retrouver sur le site de maisonadam.ca. Alors, allez cliquer sur le bouton bleu, les choix de José, puis vous allez retrouver ce nouveau tableau sur les lecteurs réseau. Yes. Et je pense qu'on a sûrement répondu à beaucoup de questions pour vous, chers auditeurs. Je vous remercie, les gars, de votre présence, puis de vos bons conseils, puis aussi, naturellement, les détails que vous avez donnés aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.